Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Kyria Media Channel pour parler de questions qui cadrent directement ou qui rentrent dans le vécu de votre quotidien. Mesdames et messieurs, c'est toujours pour nous un grand plaisir de savoir que nous nous rendons utiles pour la République démocratique du Congo, pour l'Afrique et pour le monde entier. Imaginez qu'aujourd'hui, sur ce plateau, nous débattons sur une question essentielle des Congolais. On parle de l'alcool, jeunesse et travail. Faut-il une loi pour réguler ou sommes-nous avec la proposition Kayumba? Quand on parle de la proposition Kayumba, on fait donc allusion à ces messieurs, cet acteur politique, jeune, leader, qui a initié une loi pour restreindre la consommation d'alcool dans des milieux de travail et de milliers d'enseignements. Puisqu'il s'agit du travail, de l'enseignement et en tant que jeune, voilà pourquoi nous associons sa proposition de loi à la jeunesse dans la mesure où les statistiques démontrent que plus de 75% de jeunes Congolais sont accros à l'alcool. On peut le voir dans deux bars, dans deux rues, à la maison. Et surtout que le brasserie eux-mêmes parle de 62% des hommes qui consomment de l'alcool du 1er janvier au 31 décembre. Mais la question est, est-ce mauvais de consommer l'alcool? Le médecin vous dirait un peu d'alcool ne fait du mal à personne. Mais à un certain moment, on dit également que l'alcool est nuisible à la santé si la consommation n'est pas modérée. Mais pourquoi l'intérêt de réguler ces secteurs? Nous avons essayé de parcourir les réseaux sociaux ou lancer un avis sur les réseaux sociaux. On a posé la question, pourquoi vous buvez de l'alcool? Et nous avons récolté les réponses telles que ça. Monsieur Benjamin, mettez-moi un peu les réponses des internautes. Ce que nous avons aimé avec ces réactions est qu'ils sont conscients des inconvénients. Et le plus intéressant pour Prince Lundumba, par exemple, il dit la prise de l'alcool dépend d'une personne à une autre. Pour lui, c'est parce qu'il aime la boisson alcoolique, de par la saveur, la teneur et les goûts. Rien que cela, pas plus. Et peut-être que pour lui, ça fait travailler sa libido. Et il est clair, pour lui, pour sa libido, il a besoin d'alcool. On va prendre une deuxième réaction. Pour cette réaction, d'ailleurs, c'est Eliezer Diotto. Il dit, la prise d'alcool est bonne. Ce n'est pas mauvais, sauf qu'il dit quand on en fait de trop, c'est là où ça devient problème. Lui, il est conscient que quand on en fait de trop, ça devient problème. Donc, il faut prendre de l'alcool avec modération. On va prendre la troisième réaction. Lui, il dit parce que c'est bien. Et il est très bref, hein, c'est bien. Donc, l'alcool, c'est bien. Mesdames et messieurs, après avoir annoncé que sur ce plateau, on parlera de alcool, jeunesse, travail. Et la question sur la régulation, on a récolté également une réaction intéressante dans un forum WhatsApp. Vous allez voir avec moi, monsieur Benjamin, s'il te plaît. Voilà, ce monsieur dit qu'il est temps que l'État congolais s'invite dans le débat, si possible, de réguler. Donc, il rentre même dans la vision de l'honorable Bernard Kayumba, sur l'intervention de l'État dans la consommation d'alcool. Eh bien, on va revenir sur ce plateau pour saluer l'initiateur de cette proposition de loi et savoir où en sommes-nous. Bonjour, monsieur Bernard Kayumba. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir. Nous rappelons que vous avez été député élu national pour la circonscription de l'AFNA. Lukunga plutôt, merci, pour Lukunga, et qu'aujourd'hui vous êtes sur ce plateau pour répondre à une préoccupation essentielle qui a même été sur la liste de vos différentes propositions. Après avoir parlé de la création de l'Ordre national des ingénieurs, vous avez parlé également en tant que jeune et leader de jeunes de la question de l'alcool en République démocratique du Congo. Entre-temps, vous êtes initiateur, fondateur et président de
PANECO, un parti politique très intéressant où on rencontre des énergies nouvelles. Exactement, madame. Alors, les fidèles téléspectateurs de Kyria Media Channel sont heureux de faire votre connaissance ce matin. Et déjà, la première question qui vous accueille, comment va votre santé politique après le mandat électif? Merci beaucoup, madame, pour la question. Il est vrai qu'après avoir battu une forte campagne en 2023, après avoir été massivement élu et non proclamé élu, ce n'est pas facile pour un acteur politique, mais lorsque vous êtes positif dans la vie, vous restez serein. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qui vont de pair. Il y a l'échec et la réussite. Le plus souvent, nous avons tendance à nous accrocher à la réussite, oubliant qu'il y a aussi l'échec. Or, l'échec nous permet d'améliorer ce que nous ne sommes pas capables de faire. Aujourd'hui, Bernard Kayoumba, en tant qu'acteur politique, nous nous sommes ravisés pour retravailler notre position politique. Comment ça? Et en tant que président du parti politique PANECO, Parti du Nouvel Élan du Congo, nous sommes en train d'asseoir nos bases pour que, lors de nos échéances électorales prochaines, que nous ne puissions pas avoir des difficultés d'ancrage sur le terrain, des difficultés de déploiement et des difficultés de moyens financiers. Aujourd'hui, en tant que précurseur ou défenseur de cette jeunesse en République démocratique du Congo, nous sommes en mesure non seulement de conscientiser le monde politique, mais le monde estudiantin. En quoi faisons déjà? Madame, la vulgarisation et la sensibilisation. Aujourd'hui, nous disons notre société, Kinshasa est une ville quasi détruite. Pourquoi détruite? Mentalement, parce que vous verrez nos jeunes gens à bas âge, 10 ans, 12 ans, ils se permettent de consommer de l'alcool, au vu et au su de tout le monde, au vu de nos autorités policières. Et donc, nous disons, il est important que l'État congolais s'invite au rendez-vous. Celui de discipliner tout celui qui consomme l'alcool sur les lieux publics. Il est inadmissible, inconcevable que nous ayons dans nos milieux universitaires des bars communément appelés Nganda où on vend de l'alcool, madame. Allez-y à l'Académie des Beaux-Arts, allez-y à l'ISP Gombe, à l'Unikin Park, à l'UPEN. On vend de l'alcool. Ce n'est pas possible. Est-ce le problème, c'est la vente de l'alcool ou le problème, c'est la décision personnelle de la consommation d'alcool? Le deux à la fois. Parce que lorsque vous êtes étudiant, vous ne pouvez pas vous atteler à consommer excessivement de l'alcool, madame. Mais aussi, les autorités académiques, ils doivent interdire la vente des produits alcoolisés sur le milieu universitaire. J'interpelle d'abord le ministre de l'ESU d'inviter ou d'instruire tous les recteurs et DG pour qu'ils interdisent la consommation, la vente d'abord, parce qu'ici, il n'y a pas vente, il n'y a pas consommation. Et donc, la conséquence de la consommation, c'est la vente. Interdisons la vente, et puis, les étudiants ne vont pas, bien entendu, consommer. Mais aussi, un étudiant peut faire le malais, consommer à l'extérieur et venir. Il faut que les universités aient ce qu'on appelle le test d'alcool. C'est pas impossible, c'est pas cher, madame. Sous autres cieux, il y a des universités où, lorsque l'on constate que... Parce que, vous savez, madame, dans un monde scientifique, on ne peut pas éduquer une jeunesse qui se voue à la consommation excessive de l'alcool. Et donc, il est important que nous puissions protéger cette jeunesse-là, qui est l'avenir du pays, qui va donc s'accaparer de la pérennisation de ce que nous sommes en train de travailler aujourd'hui. C'est bien de parler de la jeunesse, mais moi je me dis peut-être que la priorité serait dans la sensibilisation au lieu directement d'aller dans un cadre trop formel avec la légalisation, plutôt la législation. Madame, comme vous le savez, lorsque le mal est profond, on ne peut pas s'imiter à la sensibilisation. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un qui va avorter. Non, non, on va d'abord te sensibiliser, si tu veux ou pas. Quelqu'un qui doit avorter, il faut punir. Quelqu'un qui consomme de l'alcool dans un milieu professionnel, dans un milieu académique, il faut punir sévèrement. Et donc, j'invite encore une fois que l'enseignement supérieur et universitaire, l'enseignement primaire, puisse se pencher sur le dossier pour que nos jeunes gens, sur qui nous comptons, ne puissent pas être détruits par cause de la consommation de l'alcool dans le milieu académique ou scolaire.
Ça s'apparente un peu à de la religion pour ceux qui disent que l'alcool n'est pas bon et qu'on sort, bonne plutôt. Mais la question ne serait pas trop religieuse. On va revenir dans ce qui nous intéresse. Parlons plutôt dans l'impact de la consommation selon vos analyses. On sous-entend que vous êtes parti d'une étude scientifique pour conclure que l'alcool est nuisible. Madame, l'alcool est extrêmement nuisible. Je ne dis pas que je ne consomme pas. J'en consomme, mais alors avec modération. Okay. Une bière la semaine, ça ne fait pas du mal. Mais le mal, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle communément supunatolo, ce qu'on appelle l'otoko. Vous comprenez? Vous avez le danger qui guette la population que nous sommes censés, nous politiques, protéger. Et donc, nous avons l'obligation de protéger cette population. Si nos chauffeurs de 207, tous les usagers de la route, vous consomment de l'alcool, c'est un danger permanent. La plupart des accidents que nous connaissons sur nos boulevards, ce sont les chauffeurs qui consomment de l'alcool. Et nous nous posons la question, pourquoi les gouvernements ne peuvent pas se procurer des produits ou des matériels devant leur permettre de contrôler tous les consommateurs de l'alcool tout en étant au volant? Parce que, madame, lorsque vous êtes ivre, vous commettez un forfait, vous pouvez tuer 20 à 30 personnes. À quoi revient la faute? Est-ce à l'État qui n'a pas contrôlé en amont ou aux consommateurs? Je dirais les deux. Mais l'État doit être sévère avec cette population parce que nous ne pouvons pas accepter qu'un directeur général vienne au bureau en étant d'ivresse, que les députés nationaux qui partent plutôt au niveau de l'Assemblée nationale en plénière soient ivres avant même la prise de parole. L'État devrait être sévère envers la population ou envers lui-même? L'État doit être sévère avec la population, avec lui-même aussi. Parce que pour l'instant, l'État est défaillant. L'État devrait encadrer cette population. Pourquoi l'encadrer? Il faut mettre les contrôleurs sur le terrain. Il faut que les usagers de route soient sévèrement contrôlés. Il faut que tout le monde se mette dans la droiture. Est-ce que nous devons avoir les enseignants qui consomment de l'alcool avant de donner cours à nos jeunes gens? Ce n'est pas possible. Est-ce que les élèves qui sont en 6e primaire, en 7e, en 8e, doivent consommer de l'alcool à l'insu de leurs parents? Eh bien, l'éducation commence aussi à partir de la maison. Il faut que nos parents sachent contrôler les enfants. Il faut que les parents communiquent avec les enfants. Faute de quoi, nous sommes en train de former une société vouée à l'échec. Et nous, en tant que défenseurs de cette jeunesse, nous ne voulons pas qu'il y ait de l'échec, madame. Raison pour laquelle nous avons eu à proposer la loi portant interdiction de la consommation de l'alcool dans les milieux professionnels et académiques. Pour l'instant, est-ce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, va accepter que les ministres qui viennent en Conseil des ministres soient déjà avec un taux élevé de la consommation de l'alcool? Non. Raison pour laquelle, donc ça n'exclut personne. Tout celui qui est dans un monde professionnel doit se conformer. J'invite le VVM de l'Intérieur, au ministre de la Santé de travailler conjointement pour la réalisation de cette proposition qui va donc redonner une bonne image en République démocratique du Congo, mais surtout à Kinshasa. Kinshasa qui est voué à la consommation excessive. Vous savez, vous nous tentez à poser tellement de questions qui pourront déranger. Comment ça, madame? Honorable, vous avez sollicité un second mandat. Exactement. Qui ne vous a pas été accordé, justement. J'ai dit j'ai été élu, mais pas proclamé. Il y a une différence. Du coup, vous n'en avez pas. C'est ça la logique, honorable. Madame, on est acteur politique. Honorable Kayumba n'a pas été... je n'ai pas... je ne suis pas né député national. Exact. Je le suis devenu. Et donc, un mandat politique, c'est un mandat à l'issue duquel, lorsque ça se termine, c'est comme le chef de l'État. Et donc, il y a un mandat. Lorsque vous n'êtes pas réélu, vous vous mettez de côté, d'autres personnes vont continuer. Et donc, dans la vie, c'est un combat. Nous vivons dans un monde qui est très compétitif. Il est donc important que les hommes qui défendent la population comme nous ne sommes pas nombreux. Il y a 500 députés nationaux, mais ceux-là qui défendent réellement la population, ils ne sont pas nombreux. Et donc, pourquoi cautionner ou mettre de côté ceux-là qui défendent valablement cette population? Heureusement que ce n'est pas à moi de répondre à une telle question, mais quand même, moi, j'aimerais qu'on revienne, et je vais vous dire pourquoi je vous ai rappelé que vous avez sollicité un second mandat. C'est par rapport au contenu de votre proposition. Et je me pose la question sur la possibilité de son application dans notre société. Vous parlez de l'alcool. On sait tous que
il y a deux boissons alcoolisées, mais dans des boissons alcoolisées, on a celles qui ont une teneur un peu démesurée ou excessive. Mais cela s'est produit en République démocratique du Congo, tout comme c'est importé sur le sol congolais, et l'État congolais le permet. Et votre lecture par rapport à cette réalité? Madame, je vais vous donner un exemple. Vous avez un couple, tous deux des grands consommateurs d'alcool. Vous comprenez? Le mari vous consomme excessivement de l'alcool, donc il revient à la maison en état d'ivresse. La femme aussi, tout en étant à la maison, elle envoie son domestique aller me chercher 4 tembos. Donc, dès que les messieurs rentrent à la maison, et monsieur et madame tous ivres, quel est l'avenir de ces enfants-là? Vous comprenez? C'est un chaos total. Et donc, aujourd'hui, je continue à interpeller le gouvernement. Parce que l'avenir, on ne la construit pas demain, c'est maintenant. Et c'est maintenant que le gouvernement doit agir. Ne pas agir, c'est être complot. En quoi faisons? Madame, en mettant des mesures d'interdiction, des sanctions pour ceux-là qui violent les dispositifs. C'est interdit d'abord de vous consommer l'alcool sur les lieux publics. Vous ne pouvez pas avoir une bière avec vous comme ça, en train de marcher et la consommer. C'est interdit. Mais pourtant, le terrasse, le bar, c'est là, c'est dans des rues, ce n'est pas dans des endroits fermés. Raison pour laquelle, pour tout vendeur de l'alcool, ils doivent être dans des milieux fermés pour nous éviter à ce que nos enfants qui grandissent voient que non, j'ai vu le papa de XY en train de consommer l'alcool sur le lieu public. C'est dangereux pour nos enfants. Et donc, nous devons nous éviter cela. Si nous voulons une société saine, un avenir sain pour nos enfants, nous devons dès aujourd'hui nous conformer. Et qui nous conformer? Ça commence par les autorités que nous sommes, les acteurs politiques qui devront influencer positivement la non-consommation de l'alcool dans un milieu professionnel ou académique. Et la non-production d'alcool, vous parlez trop de la consommation. Mais là, il y a un problème. La production, la qualité produite, la quantité même mise sur le marché. Madame, il y a ce qu'on appelle les sociétés brassicoles qui se sont conformées à la législation en vigueur. Mais ce que nous décrions souvent, c'est la bière qui est importée de l'Oufou, les Lotoko, tout ce qui est consommé localement. Il y en a même qui font des mélanges. 2-3 mélanges, ça sort, ça tue le poumon. C'est comme ça qu'il y a quelques années... À Kingabois, il y a des usines qui en fabriquent. Ce ne sont pas que des brassicoles que vous connaissez. Qui, malheureusement, la police est informée, mais qu'est-ce qu'ils font? En tant que député national, même si je suis honoraire, nous avons toujours l'obligation d'interpeller, de dénoncer le mal qui est fait sur le terrain. Il est important que le commissariat provincial de la police fasse des descentes partout. Que ce soit à Ngiringiri, à Bumbu, à Ngaliema, à Kingaboa, là-bas, il doit faire des descentes à Tchangou. Nous devons protéger cette société, cette jeunesse qui est en perdition. Sinon, nous allons le regretter. Pourquoi nous avons des Koulouna? Un Koulouna vous coupe le machette parce qu'il est en état d'ivresse. Un Koulouna, madame, il vous arrête des chaînettes, des perruques parce qu'il a déjà consommé de l'alcool. Que fait la police? Alors, construisons des... Il faut que tous ces jeunes gens aillent à Kanyamaka CC. C'est pourquoi je félicite encore une fois le général Kassongo qui continue à recruter des jeunes gens, que le gouvernement ne se fatigue pas, que le gouvernement mette beaucoup de moyens dans les secteurs agricoles. Parce que sans cela, le Congo ne va pas se développer. S'il vous plaît, ce n'est pas encore l'heure des appels. La population est tellement excitée à poser des questions à l'honorable. Patientez. On va ouvrir le téléphone officiellement. On va vous accorder la parole. Vous allez appeler, vous allez écrire. Et l'honorable va se faire le plaisir de répondre. Alors, en entendant, honorable, puisque vous avez essayé déjà d'aborder les côtés sanctions, si vous pouvez vraiment nous dire dans votre proposition de loi, ce que vous avez prévu comme sanction dans ce sens. Merci beaucoup, madame. Nous avons plus insisté de la consommation de l'alcool dans les milieux professionnels. Oui, et les sanctions. Et les sanctions. Donc, cette consommation, quand vous consommez l'alcool chez vous à la maison, il n'y a pas de problème. Mais ça devient un problème dans notre proposition de loi lorsque vous la consommez dans un milieu professionnel. Vous êtes là, vous n'êtes pas en état d'ivresse. Vous n'avez pas consommé une mesure de whisky pour passer l'émission. Je suis sobre. Très bien, félicitations. Et je vous informe que beaucoup de journalistes en consomment aussi. Et c'est dangereux. Et donc, nous disons, parmi les sanctions, lorsqu'il y a des blâmes, il faut qu'il y ait des avertissements dans les milieux professionnels. Lorsque la personne récidive,
Là, il faut maintenant sanctionner. Sanctionner en licenciant. Licencier la personne. Et donc, ça ne couvre personne. Que vous soyez Premier ministre, que vous soyez ministre, député, sénateur, lorsqu'il y a la consommation de l'alcool dans les milieux professionnels, ça devient un problème. L'État doit s'inviter au rendez-vous pour réguler, réglementer ces secteurs-là. Et si je prenais avant d'arriver au travail? Madame, j'ai dit ceci. Normalement, il y a des sociétés qu'on appelle mining dans le Haut-Katanga et au Lualaba. Tous les travailleurs, avant d'entrer, il y a un test d'alcool. Avec des éthylotests. Exactement. C'est pour éviter ce genre de dégâts-là. Parce que quelqu'un qui est en état d'ivresse, il est capable de causer du tort, non seulement à lui-même, mais aussi à l'entreprise. Imaginez-vous pour quelqu'un qui travaille sur une machine automatisée, et en état d'ivresse, vous allez dormir. Vous allez somnoler. Et en somnolant, ça va causer du tort. Ça va de même avec ceux-là qui font rapport à leur chef. Vous ne pouvez pas être chef du personnel et avoir des agents dans votre entreprise. Vous êtes au courant que la personne venait de consommer l'alcool en face du bureau. La personne revient et vous la laissez tranquille. Ce n'est pas normal. C'est un message de sensibilisation pour que la société se conforme. Nous voulons une société qui est capable de bien réfléchir et non ceux-là qui réfléchissent sous l'effet d'alcool. Et les sanctions pour le milieu éducatif? Ce sont des avertissements. D'abord, un élève n'a pas le droit de consommer l'alcool. Ouais. Nous en connaissons. Et certains professeurs ou enseignants en savent que tel enfant, dès qu'il passe comme ça, il sent l'alcool. Alors, ce genre de cas, madame, il faut inviter les parents. Si les parents ne se présentent pas, quasiment radier l'enfant de l'école pour une année. Ça va donner des leçons. Lorsqu'il n'y a pas de sanctions dans une société, c'est la jungle. Et lorsque c'est la jungle, et donc la société est allée à la perdition. Et nous ne voulons pas d'une future population qui sera décotée. Parce que quand vous commencez la consommation d'alcool à bas âge, madame, c'est même difficile de terminer l'université. Ça dérange le cerveau. Et donc, vous voyez maintenant des enfants qui commencent à voler de l'argent à la maison, tout simplement parce que l'enfant doit être en état d'ivresse chaque jour. L'enfant préfère rester affamé, mais aller acheter les soupes pour Natolo. Ce n'est pas normal. Voilà. C'est pas normal. C'est pas normal. En vrai, il faudrait maintenant là, que les gens sachent que là, la proposition Kayumba, la proposition de loi, la loi Kayumba, parle de l'interdiction ou de la restriction, s'il faudrait le dire ainsi, de l'alcool dans le milieu, de la consommation d'alcool dans les milieux professionnels et académiques. Voilà. C'est parce que ça permet à X et ça défavorise Y. Ça permet à quoi, honorable? Madame, l'alcool a une connotation négative en soi. Oui. Nous ne sommes pas à l'église, mais nous disons, si nous avons besoin d'une société capable de bien réfléchir pour le bien-être de tous, il faut que tout le monde soit en état de sobriété en travaillant. Le grand danger, c'est plus avec les usagers de route. On est d'accord. Bah, chauffeur n'habite sur 207. Ils doivent être disciplinés. Si le commissariat provincial de la police peut mettre la main sur 50 chauffeurs et ces 50 chauffeurs vont être sanctionnés sévèrement, mais ce sera un échantillon qui va donner une leçon à tout le monde. Mais on a des agents de police routière, non? La police routière, elle est là. Pourquoi elle ne peut pas, à son niveau, détecter tous les conducteurs qui conduisent sous la motivation de l'alcool? Madame, à mon introduction, j'ai parlé de l'intervention du gouvernement central. La police n'est pas en possession des matériaux devant leur permettre de contrôler les taux de l'alcool dans le corps de quelqu'un. L'État congolais ou le VPM intérieur doit travailler, faire une proposition au gouvernement afin de s'acquérir de tout ce qu'il y a comme test d'alcool, madame. Et qu'est-ce qui les empêche de le faire? C'est la volonté, c'est une question de volonté. Les moyens, il y en a. Parce que si dans le petit pays comme le Rwanda ou l'Ouganda, ils en ont, pourquoi pas ici? Et donc, donnons de l'exemple, dans la capitale Kinshasa,
Et puis, le projet va s'étendre en province pour sauver nos jeunes gens qui, aujourd'hui, s'attellent à la consommation de l'alcool dans le milieu académique. Et qui le font de manière délibérée. Malheureusement. Il y a même des enseignants, madame, les enseignants qui sont mal payés. Lorsqu'ils ont un enfant qui est en état d'ivresse, il peut lui donner $10, $20, l'enseignant va se taire. Donc, l'éducation, c'est la mère de la conscience d'une population. Et donc, aujourd'hui, si nous insistons sur la consommation d'alcool, parce que l'alcool détruit l'avenir de nos enfants, l'alcool détruit nos mariages, nos foyers, vous verrez bien que lorsqu'il y a des problèmes dans les foyers, pour ceux qui sont mariés, c'est souvent lié aux hommes qui consomment excessivement l'alcool. Si c'est modéré, c'est compréhensible. L'alcool cause beaucoup de maladies également. Ceux-là qui meurent de la cirrhose de foie, c'est à cause de l'alcool. Il y a des gens qui vous consomment toute une bouteille de Black Label, à lui seul, et il s'enorgueillit. Ce n'est pas normal, madame. Et donc, nous disons, il faut que le ministère de la Santé travaille sévèrement avec d'autres ministères pour que conjointement, qu'ils fassent un bon travail devant protéger cette population que nous défendons aujourd'hui. Ça vous dirait de nous donner une vraie motivation qui vous a conduite à cette proposition? Madame, la motivation, c'est d'abord, je suis Molobeli. Qui dit Molobeli? Député national, acteur politique. Et en tant que président d'un parti politique, tous les militants, ils savent. Parce que nous avons des réunions d'une manière hebdomadaire, ce sont des sensibilisations que nous donnons à tout le monde. C'est à prendre ou à laisser. Mais aujourd'hui, l'État doit s'inviter au rendez-vous. Parce que si Kayumba, que je suis seul, mais il faut que les gens adhèrent à cette vision. Il faut que tout le monde accepte qu'il faut que la société soit respectueuse. Il faut que nos enfants étudient dans les bonnes conditions. Nous n'avons pas besoin des enfants qui commencent à... Parce que sous l'état d'ivresse, un enfant peut se donner les kilos d'aller draguer une vieille maman. Vous comprenez? Parce que vos facultés ne sont pas tranquilles. Et il est important d'y travailler sérieusement. Si l'État ne s'invite pas, alors ils veulent que la population se détourne de la discipline d'un État. Et aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps, madame, que le gouvernement fasse tout pour sanctionner ceux-là qui se donnent à la consommation excessive d'alcool dans les milieux professionnels ou académiques. À un moment donné, vous avez mentionné un marché important de l'ouest de la République démocratique du Congo, le marché Lufu, la frontière entre la RDC et l'Angola. Cette frontière, c'est aujourd'hui le poumon même de l'économie de Kinshasa. Avec le marché informel et consorts, c'est ce qui fait vivre même l'économie informelle de la ville. Et aujourd'hui, par là, contre beaucoup de choses. Ouais. La boisson. Il y a même, par exemple, le produit que vous avez cité tout à l'heure, ce whisky, passe par Lufu. Ça passe généralement par Lufu. Il y a plusieurs boissons alcoolisées qui passent par Lufu, sans pour autant négliger la quantité importante produite à l'intérieur du pays qui également viennent de part et d'autre. Cela ne vous interpelle pas pour parler de la qualité du travail de l'État en ce qui concerne le contrôle de transport de certains produits? Madame, c'est décevant. Vraiment décevant parce que si vous allez à Lufu, il y a tous les services de l'État. Il y a la DGDA, il y a les agents de l'OCC, il y a l'ANER, il y a la DEMIA, tout le monde est là. Pourquoi ce genre d'alcool excessivement nocif à la consommation entre en République démocratique du Congo? Donc, s'il faut punir ou sanctionner, il faut commencer par les services de l'État qui sont censés bloquer ces boissons-là qui nuisent à la santé de nos populations. Mais pourquoi ils ne sont toujours pas sanctionnés? Donc commençons d'abord. Moi j'interpelle. Mon travail c'est d'interpeller, de dénoncer ce qui se passe. Oui, vous dénoncez et après, quand ils ne tempèrent pas, quand ils ne font pas ce que la population attend d'eux. Mais madame, ne condamnons pas seulement la population qui consomme. Non. Le nœud de problème c'est le gouvernement. Okay. Qui dit gouvernement, c'est à travers les services. La DGDA qui taxe la taxe sur l'accise de la consommation. Pourquoi laisse-t-il ce genre de boissons
excessivement dosés pour nuire à la santé de la population. Ce n'est pas une question de politique. Ce n'est pas une politique, ça. C'est dangereux pour la population. Nous, en tant que politiques, nous ne pouvons pas accepter que les services de l'État qui sont censés contribuer à la protection sanitaire de cette population se fassent corrompre parce que je suppose que les gens qui travaillent aux frontières, ils sont corrompus. Parce que si je n'accepte pas que le DG de la DGDA ou de l'OSOC leur permettent les autorisations de boissons appelées Supernatolo à Kinshasa. Et donc, si nous mettons du sérieux à nos frontières, vous verrez que toutes ces boissons vont se terminer. Et s'il y avait envie, Kingabo, ça va continuer. Okay. Les élus de Kingabo, les élus provinciaux de Kingabo, les élus nationaux de la Funa, pourquoi vous vous taisez? Mais il faut que des mots en également. Des mots en également. Il faut que le gouverneur de province de Kinshasa s'invite aussi. Sans oublier le port de Maluku. Par là. Où la Guinée entre. Et madame, la Guinée vient principalement de l'Équateur. Tout ce qu'on appelle comme bateau, il y a des bidons. Et ils échappent au contrôle de la police. Avant d'arriver à l'accostage à Maluku, ils s'arrêtent sur une île, ils déchargent ça dans le petit pirogue. C'est comme ça que le Lotoko entre à Kinshasa. Et donc, si nos services travaillent sincèrement, nous allons vider tout ce qu'il y a comme consommation de Lotoko ou de Supernatolo à Kinshasa. Et ça sera gain de cause pour la population. Et s'il y avait absence d'une réglementation claire en la matière, c'est qui peut-être, au lieu de dire que les agents sont corrompus, peut-être que les agents trouvent qu'il y a un vide de réglementation à un certain niveau. Madame, la réglementation existe. Elle existe depuis des années. Le problème, c'est l'application de cette réglementation. Okay. Que font les agents de l'État à nos frontières? Vous irez dans d'autres pays, en Afrique du Sud ou je ne sais où. Il y a quand même le respect de cette réglementation. Pourquoi pas chez nous ici à Kinshasa? Pourquoi pas à Lubumbashi? Pourquoi nous laissons à ce que dans nos camps militaires, qu'il y ait des mamans qui vous fabriquent le lotoko? Au su et au vu de commandants de camp. Vous comprenez, il y a un sérieux problème. Dans un camp militaire où la discipline est censée être respectée, mais c'est là même qu'on vend le diamba, le cannabis et le lotoko. C'est un problème, madame. Comment voulez-vous avoir des jeunes gens qui sont disciplinés si nous les laissons vaquer à la consommation de ces stupéfiants qui détruisent la santé des personnes physiques? Et si c'était un système de maintenir le jeune à la dépendance à l'alcool et consort? Je refuse que ce soit un système, madame. Il n'y a aucun État au monde qui peut accepter que la nuisance de la santé de sa population. Peut-être que ça profite à un groupe d'individus, que la jeunesse soit maintenue dans la distraction. Pas du tout, ça profite du fait que ces gens se font corrompre pour que ces marchandises-là entrent au pays. Il faut commencer par sanctionner à nos frontières. Je vous informe que s'il y a du sérieux dans toutes nos frontières, que ce soit au Bichingobila, à Maluku, à Lufu, vous verrez qu'il y aura diminution de cette consommation. Il y a même des Indiens qui vous fabriquent ça localement. Il y a des vidéos, malgré ça, l'État n'a pas changé. Hein? Et il y a la police qui est censée, il y a une division de la police qui est censée contrôler tout ce qu'il y a comme stupéfiant, madame. Tout ce qui n'est pas conforme à la consommation. Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que ces gens-là, ils se font corrompre, ils ferment les yeux? Et donc l'État doit continuer à former, à bien former sa police pour sanctionner sévèrement ceux qui sont, que j'appelle moi aujourd'hui les hors-loi. Parce qu'un hors-loi, c'est celui qui sait que c'est interdit, mais il fait quand même. Parce que si je le fais, je peux corrompre X, Y et je vais m'en passer. C'est ça le problème dans notre pays. Nous devons arriver à chasser, bannir tous ces antivaleurs. Ce sont des antivaleurs. Et c'est nous les politiques qui devons travailler sévèrement pour que nous puissions terminer cela une fois pour toutes. Apparemment, vous évitez d'employer les mots légèreté de la part de l'État. Madame, ne me poussez pas à dire des choses. Mais non, apparemment, c'est ce que vous évitez de dire. Parce que quand déjà l'État n'est pas efficace sur le terrain, quand déjà les agents de l'État ne remplissent pas leur mission, quand déjà ce qui est interdit échappe à leur contrôle, ça conclut à une légèreté, à une absence des obligations. Et cela prouve que l'État ne protège pas sa population. Il est vrai qu'il y a une légèreté, mais le manque de sanctions. Parce que si les agents qui s'évertuent à se faire corrompre ne sont pas sanctionnés, il y aura la pérennisation, la continuité de ce genre de pratiques.
S'il y a sanction, vous verrez que ça va s'arrêter. Et c'est maintenant qu'il faut sanctionner. Faute de quoi, nous aurons des enfants qui ne vont pas même vouloir étudier. Allez-y dans les universités. Je répète encore une fois, dans les universités, il y a une consommation excessive de l'alcool. Vous imaginez, lorsqu'il y a pause à midi, un étudiant va consommer des spaghettis. À côté de lui, il y a une boisson. C'est pas normal. Et l'assistant également vient manger et boire. Que ce soit les CT, les assistants et même les professeurs, tout le monde consomme. C'est pourquoi la loi Kayumba vient interdire la consommation de l'alcool dans le milieu professionnel et académique. C'est très important. Si l'État congolais peut se pencher sur ces créneaux, je pense que ça va nous éviter beaucoup d'accidents, ça va nous éviter beaucoup de dégâts dans notre société et ça sera un gain de cause pour l'ensemble de la population. Quelles sont les sanctions prévues pour des enseignants qui prennent de l'alcool? Madame, un enseignant qui est en état d'ivresse, pendant qu'il est en train de donner cours, il faut le licencier, il faut le chasser. Dès que vous en faites à 2, 3, 4, 5 chassés, la discipline sera totale. Dès lors qu'il y a une léthargie, une négligence de la part de l'État congolais, c'est pourquoi ce genre de mauvaises pratiques continuent. C'est pourquoi l'avènement de la 4e République. L'avènement de la 4e République. C'est pourquoi nous voulons une 4e République. Pourquoi une 4e République? Une 4e parce que la 3e République a montré ses limites. Par rapport à quoi Comment vous êtes parvenu à une telle conclusion? Nous avons une constitution copiée des Belges. Nous avons une constitution copiée des Français. Est-ce que dans notre pays, nous avons un sous-chef coutumier? C'est-à-dire quoi un sous-chef coutumier? Non, parce que dans tous nos villages, il y a toujours des chefs coutumiers. Est-ce que vous avez déjà entendu un sous-chef coutumier? Il y en a, ça n'existait pas. Nous devons arriver à rédiger une constitution à même de travailler sur nos valeurs africaines, nos valeurs à nous. Travaillons sur l'équité. Parce que pour nous qui sommes de la dynamique du Front pour la 4e République, nous voulons l'équité, madame. L'équité dans quel sens? S'il vous plaît, vous parlez de quelle dynamique déjà? La dynamique du front. Ah, ok. Il y a une dynamique du front pour la 4e République. Nous voulons ce passage-là. Il faut que l'État congolais se passe du 3e à la 4e République. Donc, refonder l'État congolais. La refonte même de la Constitution, l'État congolais, exactement. Entre-temps, il y a un problème de mentalité qui se pose. Déjà, quand on ne sait pas faire le distinguo entre la consommation de l'alcool et la consommation abusive de l'alcool. Raison pour laquelle nous réfléchissons à haute voix, nous réfléchissons positivement pour que ce changement ait lieu. Vous savez que le passage de la 3e à la 4e République, la conséquence, c'est le changement de la Constitution. Voyez-vous? En quoi ça va profiter à la population? Madame, beaucoup de choses. Comme quoi, honorable? Je vais vous expliquer. Est-ce que nous avons besoin des institutions budgétivores dans notre pays? Soyons vrais envers nous-mêmes. Est-ce que nous avons besoin du Sénat? Commençons par le Sénat. Je vous donne l'exemple. Le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, ils n'ont pas de Sénat. Alors, nous, Congolais, la République démocratique du Congo, nous ne pouvons pas nous donner les kilos d'avoir des institutions budgétivores. Le CNSA de Olengankoy, il est quasi budgétivore. De Olengankoy ou le CNSAC de la RDC? Non, j'ai dit de Olengankoy parce que c'est lui le président actuellement. Le CNSA, le Conseil économique et social, oui, c'est budgétivore. Les assemblées provinciales, c'est budgétivore. Nous avons 700 députés provinciaux qui sont payés par le gouvernement central et même par le gouvernement provincial. Autant de ministres provinciaux, est-ce que nous en avons besoin? Non. Mettons tous ces moyens-là et focalisons-nous sur l'agriculture. Parce que nous avons une population affamée. Et dans la 4e République, nous avons besoin des gens qui n'ont qu'un seul mandat. Je répète, madame, dans notre pays, quelqu'un peut être député national, député provincial, sénateur, gouverneur, une seule personne. Et dès qu'il se déplace, c'est sa femme. Dès qu'il se déplace, c'est son enfant. C'est ça qui empêche le bon fonctionnement de la RDC. Bien entendu, parce que la vision, lorsque vous m'élisez, moi, en tant comme député national, je dois rester député national. C'est ce qui vous empêche à mettre une bonne politique au profit de la jeunesse congolaise. Lorsque nous avons je répète sur les institutions budgétivores, aujourd'hui nous disons grand nombre du budget national est consommé par les salaires. Commençons par supprimer les institutions budgétivores, madame. Vous êtes d'accord avec moi? Pour quel impact? Je parle des institutions budgétivores. Oui, les institutions budgétivores, pour quel impact? Moyens devant nous permettre à investir dans l'agriculture.
Est-ce que c'est normal qu'à Kinshasa, que nous n'ayons pas des industries de transformation? Est-ce que c'est normal que la population ne produise pas assez? J'ai une question, assez? madame. Pourquoi l'État congolais ne construit pas des immeubles, des logements sociaux? C'est faute de moyens. Et donc, les moyens, la 4e République veut apporter une solution pour que nous mobilisions des moyens capables d'investir. Honorable, vous savez qu'il a été lancé un projet de logements sociaux sous le président Kabila ici, à la Foire internationale de Kinshasa. Ces logements-là sont gérés par les Chinois et la RDC ne gagne que 20%. À la base, c'était les logements sociaux, mais à la livraison, ça appartient à une société privée. Cela n'était pas une question de 3e République ou 4e, c'est une question de gouvernance. Madame, les antivaleurs. Les antivaleurs de la 3e République ont fait limite. On délimite aujourd'hui. Nous disons dans la 4e République, parce que nous allons réécrire l'histoire de notre Honorable, il y a ceux qui sont de la 3e République qui ont dirigé pendant la 2e République. Ils ont quitté la 2e à la 3e. Ce seront les mêmes personnes à la 4e République. Et on aura encore ce problème de légèreté de l'État dans le contrôle de l'entrée de l'alcool en RDC. Madame, il y a un problème de manque de sanctions. Ce n'est pas seulement dans la consommation de l'alcool, dans tous les secteurs. Non, ça c'est un exemple, honorable. Lorsqu'il y a un manque de sanctions, tout le monde va se permettre du n'importe quoi. Et aujourd'hui, j'insiste. Est-ce que vous allez m'interdire, moi, non, Kayumba, ne réfléchir pas sur telle matière? Vous comprenez? Le Congo appartient à tout le monde. Lorsque nous réfléchissons à haute voix pour ce passage-là, c'est pour que avec qui? Nous sommes les pionniers, nous sommes à 6. Des jeunes gens, nous voulons marquer l'histoire de notre pays. Nous ne travaillons pas pour quelqu'un. Nous travaillons pour cette population qui va se souvenir que non, ce passage. Parce que la réécriture... Vous êtes à 6, mais vous n'avez pas dit qui. Nous sommes, monsieur le maire, Jean Saka, Dadi Tiswaka, Stan Banyakou, Bena Kayumba, Rosikiwa, ce sont les pionniers de ces mouvements, et Maître François Okito, pour que nous puissions vulgariser. Nous avons déjà commencé. Okay. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Non, je l'apprends avec mes téléspectateurs. Mais comment ça, c'est médiatisé? Parce que le Front pour la 4e République voudrait bien un changement intégral de cette constitution et le passage du 3e à la 4e République. Voilà. Avec les mêmes personnes. Madame, nous allons changer les textes. Et qui dit changement des textes, il y aura exactement... Nous avons eu la constitution du 26 février 2006 qui n'a pas changé. Madame, du 22 février plutôt. La constitution du 18 février 2006 a été changée en 2011. Ça a quoi comme impact? Un impact négatif, dans le sens que en 2006, il y a eu 2 tours à la présidentielle. En 2011, il y a eu un seul tour. Donc si vous êtes élu avec 10% de voix, vous êtes proclamé élu. Vous comprenez? Ce n'est pas normal. Nous devons revenir à 2 tours. Voyez-vous? J'ai parlé des instruments vidéotivores. J'ai parlé de la multiplicité des postes avec une seule personne. Changeons la constitution et nous allons donner l'espoir. Nous devons laisser la population intervenir, mais avant tout, il y a une question. Vous avez à déposer votre proposition de loi qui a été reçue. Pour quelle suite? Madame, j'ai presté en tant que député national élu de Lukunga de 2018 à 2023. La proposition de loi a été réceptionnée au niveau de l'Assemblée nationale, mais qui malheureusement souffre parce que Bena Kayumba n'a pas été proclamé élu en 2023. Et Koufélité, comme on dit plutôt, si en 2028 ou 2030, il y a élection, nous allons encore compétir pour passer député national et plus tard, candidat président de la République. Parce qu'on est acteur politique, on n'accompagne personne dans la vie, il faut se battre. On vit dans une vie qui est compétitive et lorsque vous ne vous battez pas, vous allez mourir de faim. Et qu'est-ce qui vous empêche de faire porter cette proposition ou de la faire suivre par un des élus de la Lukunga qui est en fonction actuellement? C'est aussi une voie de solution, mais plus c'est l'auteur. Lorsque l'auteur de la question n'est pas impliqué, ça pose un sérieux problème. Mais vous serez après lui. Noël Tchani n'était pas député, mais il a essayé de mettre sur table une proposition qui a été portée par un élu. Nous allons essayer de parler avec quelques collègues qui ont été réélus et voir comment ils peuvent porter cette proposition qui est quasi importante pour la population congolaise. J'essaierai de tenter de poser une question sur vos actions pour Panico, pas pour la dynamique. Exactement.
Le PANECO, c'est le Parti du Nouvel Élan du Congo, dont je suis autorité morale et président national. C'est un parti créé en 2017 pour la conquête du pouvoir. Nous avons eu à aligner les candidats députés nationaux, provinciaux et sénateurs, mais qui n'ont pas été élus par faute de moyens. Vous savez, dans notre pays, ça demande beaucoup de moyens. Vous savez comment ça se passe dans notre pays. Donc, ce n'est pas que vous n'avez pas été proclamé, Non, quand madame, vous le faites entendre. Vous savez comment ça se passe pour passer sénateur à Kinshasa. C'est une corruption à ciel ouvert pour passer gouverneur de province. Et le passage de la 3e à la 4e République, c'est pour donner le pouvoir au chef de l'État de nommer des gouverneurs de province et non d'élire. Aujourd'hui, nos provinces deviennent ingouvernables parce que tel président de l'Assemblée provinciale n'est pas d'accord avec les députés provinciaux. Et donc, ça, c'est nous mettre la puce à l'oreille. Pose problème au développement de nos provinces. Et donc, nous disons à la 4e République, il sera important que le chef de l'État puisse commencer à nommer, non seulement nommer, mais nommer les non-originaires dans ces différentes provinces-là, parce que cela nous pose problème. Du temps du président Mobutu, il a eu à nommer le gouverneur Koyagialo dans le Katanga, le gouverneur Konde Vilakikanda dans le Nord Kivu, Josué Mbombo pour le Congo central. Vous comprenez un peu. Et donc, je pense que bannissons les tribalismes dans notre pays et le Congo va aller de l'avant. J'ai aimé la conclusion, mais bon, par rapport à votre proposition de loi, quelles sont les actions que PANECO mène pour que cette proposition voit un jour le jour au profit de la RDC, au profit de la jeunesse, au profit de l'avenir? Madame, pour le PANECO, le Parti du Nouvel Élan du Congo, que nous avons le réel plaisir de diriger, continue dans la sensibilisation, dans la vulgarisation de cette population. Certes, la loi est introduite au niveau de l'Assemblée nationale, mais l'applicabilité ou l'application de cette loi, c'est par la population. Si cette population n'est pas conscientisée, sensibilisée, il n'y aura pas de gain de cause. Aujourd'hui, à travers ces médias, nous avons atteint plus d'1 million de téléspectateurs qui vont comprendre que la consommation abusive de l'alcool dans les milieux professionnels, ou académiques ou scolaires, elle est interdite sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors, on va passer à la dernière partie de cette émission. On va laisser la place aux téléspectateurs. Déjà, nous avons un message. Il dit... salut madame, quel conseil l'honorable est en train de donner à la catégorie de personnes dont l'alcool influence positivement leurs activités? Depuis Kassai, Moueka, Albert Bassa. Je rappelle que le téléphone est ouvert, laissez vos messages, appelez, l'honorable va vous répondre. D'abord, je dis que c'est faux. L'alcool n'influence pas positivement certaines activités. Quel genre d'activité? L'alcool amène à la nuisance de la santé d'une personne physique. L'alcool détruit la crédibilité d'une personne. Imaginez-vous, madame, vous êtes à l'église un dimanche matin, vous êtes pasteur et un chrétien est devant vous avec une odeur terrible de l'alcool, une consommation abusive de l'alcool. Vous comprenez? Il y a ce qu'on appelle Koutia Tongo, donc quelqu'un qui était en boîte le samedi, ayant consommé excessivement l'alcool le samedi, et le dimanche, il est à l'église, en train de somnoler. Ce genre de comportement-là, ce n'est pas au pasteur de le faire. C'est au gouvernement de réglementer ce genre de choses. Pourquoi nous laissons nos bars jusqu'à 5 h du matin, 6 h du matin? Vous savez qu'à Kinshasa, il y a même des boîtes de nuit qui s'ouvrent à midi. Mais là, à qui à la midi, faute? Basilique, allez à Basilique. Vous verrez, à midi, c'est plein. À qui Qui la sont faute? là-bas, les jeunes gens? À qui la faute? C'est à l'État congolais, parce qu'ils sont... C'est au gouvernement. C'est un député qui dit que la faute revient à l'État congolais. Bien Ce n'est pas entendu, moi. madame, nous sommes là pour dénoncer. Si je ne le fais pas, qui va le faire? Pourquoi suis-je député national, bien qu'on aurait connaissance des antivaleurs et ne pas les dénoncer? Je vous donne un défi. Allez à midi ou 13 h, 14 h. Vous verrez que c'est plein chez Basilique. Avec qui? Avec les étudiants, de jeunes gens et même des élèves. Et donc, c'est inadmissible aujourd'hui que nous puissions accepter cela en 21e siècle. Il y a un autre étudiant qui dit « Je suis étudiant, mais qu'on ne vient pas arrêter, on ne va pas arrêter de prendre l'alcool. » Non, c'est un étudiant qui n'est pas étudiant. Celui-là, il est indiscipliné. Parce que si vous êtes étudiant, vous avez l'obligation d'être discipliné pour les études.
savez, les parents qui paient les études ou les frais académiques, ils souffrent en payant les transports, en payant les petits manger. Et vous, au lieu d'étudier, vous vous dites que non, non, mais la lotoko, non, mais la spounatolo. Donc, nous disons, l'éducation commence à la maison. Les parents doivent discipliner et même sanctionner leurs enfants. Et l'école doit faire la continuité. C'est pourquoi j'insiste. Évacuer toutes les ventes des alcools dans les milieux académiques et scolaires, c'est important. C'est très important. Sinon, c'est vouloir une chose et son contraire. La législation en vigueur refuse à ce qu'il y ait ce genre de choses. Mais pourquoi nous fermons les yeux? Pourquoi la police ne met pas la main sur ces gens-là? Et donc, il y a une complicité. Et nous n'en voulons plus. Raison pour laquelle nous dénonçons pour qu'il y ait l'intervention du gouvernement central afin de sauver cette population qui est en détresse. Il y a également docteur Délicie Simba qui dit « J'ai beaucoup à dire sur ces sujets, mais retenez que prendre l'alcool ne fait du mal à personne. C'est très important d'ailleurs pour la santé. » C'est malheureux qu'un médecin le dise, madame. Imaginez-vous un médecin qui est censé opérer, faire une opération chirurgicale, mais assis à Melagi Masanga. Un médecin qui consomme à 1 heure de l'intervention chirurgicale. Même si l'opération se passe en bonne et due forme. Voyez la conséquence. Voyez la conséquence d'un médecin qui est en état d'ivresse, qui est gynécologue, qui consulte les mamans, qui fait des consultations prénatales. Voyez la conséquence. Ce sont ces choses-là que Honorable Kayumba évite à cette population. Vous avez des témoignages des mamans qui vont dans des hôpitaux où un médecin est déjà en état d'ivresse. Lorsqu'ils doivent se faire détoucher, et donc évitons cela. Et tout médecin qui tombe là-dedans, il faut le chasser. Il faut lui retirer les numéros d'ordre. C'est des indisciplinés. Et nous n'en voulons pas à la 4e République que nous voulons demain. Voilà, on a M. Fanfan qui dit « Prendre l'alcool nous sauve de stress. » Et de tout ce qui va avec. Pour nous qui sommes mariés, on rentre à la maison, il y a toujours des problèmes avec la femme, l'argent, le travail, et qu'on sort. Madame, vous savez que pour cause de consommation excessive de l'alcool, bon nombre de maris, ils arrivent à la maison, ils cherchent des boucs émissaires à leurs femmes pour les tabasser. Et des fois, après avoir consommé excessivement l'alcool, madame vous présente à manger, donc des raisons inutiles, superfétatoires. Donc, on ne dit pas cesser de consommer, on dit consommer modérément, mais pas au travail, pas à l'école, pas aux universités. Voilà. Entre-temps, à la maison aussi, pas en conduisant aussi. Si vous avez un chauffeur, vous pouvez consommer. Mais si vous n'avez pas de chauffeur et vous en consommez, vous violez la loi. Et s'il y a violation de la loi, on vous arrache et le permis. Maintenant qu'il y a contrôle des permis, c'est une bonne chose, madame. Les Congolais se conforment maintenant. Hier, nous avons décrié que non, le Congo n'a pas de permis de conduire. Le Congo n'a pas de permis de conduire. Maintenant qu'il y a des permis, mais les gens doivent se procurer. Mais moi, en tant que Molobélé à Congo, je me dis, l'État doit quand même rabattre le prix. Le prix est élevé. Un permis de conduire ne peut pas aller à $100. C'est trop pour la population. Mais il n'y a aucun permis qui coûte $100. Madame, chez nous, il y en a qui paient même $140, $150. Ben, ce sont mais officiellement, il n'y a aucun prix, aucun permis, aucune catégorie à $100. Non, non, madame, je vous informe. $18 juste pour un formulaire. Le formulaire, noir et blanc, photocopie en couleur, même pas en couleur, photocopie noir et blanc. Au niveau des banques, quand vous en prenez, c'est $18. Et quand vous payez, vous passez le test, on vous donne la pièce à aller payer, c'est au moins $76. C'est quasiment 95, $97. C'est $100. Vous comprenez? Alors, les communs des mortels, combien vont mobiliser $100 pour un seul permis? Mettez-le à $30, $25, ça sera pas facile à ce que tout le monde l'obtienne. Et aujourd'hui, pour l'obtenir, il faut corrompre. Au su et au vu de tout le monde. Pourquoi cela? Donc, ce sont des corruptions comme ça qui amènent le permis à un prix plus élevé que prévu. Ce sont des antivaleurs comme ça, madame, qui font que le prix du permis de conduire soit élevé. Ce sont ces mêmes antivaleurs. Donc, ce n'est pas qu'officiellement, ça coûte $100. Ce sont les mêmes antivaleurs qui font que le passeport qui coûte $75 aujourd'hui, pour l'avoir, il faut payer $200, $250. Au vu et au su de tout le monde. Pourquoi? Donc, quand vous payez $75, vous déposez.
C'est comme si vous avez commis un péché. On met ça au tiroir. Et donc, je me pose la question, est-ce que l'État congolais a réellement besoin de la mobilisation des recettes? Parce que rien qu'avec le permis, rien qu'avec le passeport, c'est beaucoup de millions de dollars. Mais pourquoi l'État congolais, quelqu'un peut vous déposer un passeport, attendre 2-3 semaines? Mais achetez beaucoup de machines, madame. Que le gouvernement achète beaucoup de machines parce que la population souffre. Ce n'est pas normal que quelqu'un paye un passeport, attendre 2 mois pour que le passeport sorte. Et si la personne est malade, la personne doit se faire soigner. Combien de morts nous connaissons dans notre pays par faute de la délivrance des passeports à temps? Gouvernement, réveillez-vous. Mais on peut se faire soigner en RDC. Il y a des infrastructures sanitaires de bonne qualité. Madame, ça dépend. Pourquoi seulement aller dehors? Ça dépend des moyens de quelqu'un, d'une personne à une autre. Il y en a qui ont des moyens pour aller à l'extérieur du pays. Mais avec ces moyens, on peut se soigner dans nos hôpitaux locaux. Je vais vous donner un cas. J'ai un collègue qui a un enfant qui est anémique. L'enfant était malade chaque jour. Ils ont sillonné tout Kinshasa. Ils n'ont jamais su que l'enfant était anémique. C'est lorsqu'ils sont allés en Belgique, à la première prise de sang, le médecin dit votre enfant est anémique. Donc, l'État congolais a échoué également sur la sécurité sanitaire des Congolais. L'État congolais doit investir. Il a échoué, il a sérieusement échoué. Dans les infrastructures pour que nous puissions sauver cette population. Voilà notre mission. Nous voulons le meilleur de cette population et c'est aujourd'hui et non demain. Vous savez, mesdames et messieurs, moi, je ne sais quoi dire. Ça démontre qu'on a beaucoup à faire avec la RDC et en RDC. Mais la question, naninde akokumba biso. Est-ce l'honorable Kayumba Oazada Plateau Oyo nde akomema biso vers le salut, akomema biso vers la solution? Hier, il parlait de la création de l'ordre national des ingénieurs. Aujourd'hui, et hier encore, il parlait de la réglementation de la consommation de l'alcool avec modération et carrément interdire dans des milieux scolaires et professionnels. Mais là, il n'est pas en fonction. Il est hors mandat, hors Assemblée nationale, hors Parlement. Comment parvenir à ces fins? Comment suivre l'effectivité de ces propositions de loi? Mais les questions, est-ce opportun? Est-ce qu'on trouve de l'urgence dans sa proposition? Est-ce qu'il y a vraiment nécessité? C'est à vous de juger s'il y a nécessité. Puisque à entendre l'honorable Bernard Kayumba, il y a nécessité de réglementer. Il y a nécessité d'inviter l'État dans le débat, dans la consommation de l'alcool. Entre-temps, l'État a toujours été présent dans l'importation de l'alcool forte. Et là, on n'en parle pas. L'État a toujours été présent dans la vente de l'alcool forte. Il a toujours été présent dans la vente à l'air libre de l'alcool. On voit le bar s'ouvrir dans la mesure où la boisson se vend même dans des établissements scolaires, à l'université. L'État est là, l'État voit. Bon, on va inviter quelqu'un qui est déjà dans la salle où l'invité doit se lever et aller se servir. Puisque l'État est déjà là avec nous. Soit c'est lui le DJ, soit c'est lui le maître de cérémonie, soit c'est lui le hôte même de l'activité de la cérémonie. Que faire de celui qui est censé réglementer, de celui qui est censé observer, de celui qui est censé appliquer, mais qui ne fait rien de tout ça? C'est la question à l'honorable Bernard Kayumba avant de se quitter. Madame, l'institution qui est censée protéger, accompagner la population, c'est l'État congolais. Mais que faire de lui quand il ne fait rien? Non, l'État fait quelque chose, mais c'est le manque d'application. Il y a déjà une réglementation qui existe. Lorsque vous commettez une infraction, il y a des sanctions. Lorsqu'il n'y a pas de sanctions, donc c'est la faute à la personne qui est censée promouvoir cette loi-là. Mais quand la personne ne le fait pas, que faire de lui? Il faut commencer par licencier les gens qui sont habilités à protéger la population. Nous insistons à nos frontières, lorsque les agents de la DGDA permettent ou l'OCC acceptent l'entrée à nos frontières de tout ce qu'on appelle alcool exagérément pas acceptable par l'État congolais, donc il faut sanctionner. Il faut chasser tout le monde de nos frontières.
Là, c'est après et avant. Mais en amont, il faut qu'on bloque l'entrée de ces marchandises. Mais non seulement à l'entrée, mais aussi, vous avez dit à Kingabwa, à Matete, à Ndjili, il y a aussi des mini-usines de fabrication de soupunatol et consorts qui détruisent la santé. Si nous avons des maladies de cirrhose de foie, c'est à cause de la consommation excessive de l'alcool. Pourquoi devons-nous laisser nos élèves consommer de l'alcool? Nos jeunes gens. Vous êtes en premier graduat à l'université, à la pause, vous consommez l'alcool. La faute à qui? Aux autorités académiques, qui acceptent aussi que la vente de l'alcool soit dans un milieu académique. Vous comprenez? Ah donc, nous insistons parce que si nous ne faisons pas attention, ça va détruire la société et ça sera tard. Voilà. Puisque ça sera tard, il faudrait éviter que ça ne soit tard. Que devons-nous faire? Nous devons prévenir. Et la prévention, c'est le blocage. L'entrée, c'est des sanctions pour ceux-là qui commettent des gaffes, pour ceux-là qui se font corrompre en autorisant les entrées de ces stupéfiants, mais avec sévérité. Si nous ne sommes pas sévères, madame, nous sommes complices de la destruction massive de cette population. Et moi, je dirais la réponse à cette problématique, c'est la loi Kayumba. Exactement. Bienvenue à cette loi et nous rêvons tous de l'avoir dans un bref délai, si seulement nos élus pouvaient sauter sur l'occasion, puisque la proposition est déjà à l'Assemblée nationale, qu'encourager s'en approprie. Même si l'honorable ne pourrait peut-être pas directement dire, mais moi je me dis, la population que nous sommes, nous pouvons pousser l'honorable à accepter qu'un de ses collègues qui a été reconduit, ou même un nouveau venu, puisse porter cette proposition, puisqu'il s'agit ici de l'intérêt du peuple congolais. Il a été député, il a sollicité un second mandat pour servir la République démocratique du Congo. Ce n'est pas parce qu'il est là pour preuve. Il continue à fonctionner en tant que leader, en tant qu'acteur politique. Il fonctionne. Il rêve même d'une 4e République avec des motivations claires. Voilà. Mesdames et messieurs, il est temps d'insister pour que cette loi vaille peut-être les jours si l'honorable va vraiment tenir à sa proposition. Je ne sais pas, vous allez tenir. Mais, madame, c'est une loi il y a eu plusieurs réflexions. Pour en arriver là, il y a eu beaucoup d'études de faisabilité, des statistiques collectées ici et là. Et donc, c'est un travail scientifique qui va marquer l'histoire dans notre pays. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci d'avoir envoyé vos messages, bien que vous n'avez pas appelé. Mais bon, le message nous sont parvenus et l'honorable a répondu. On va rapidement souhaiter un joyeux anniversaire à monsieur Claude Bassiala, le grand frère à Gaëtan Mbangou. Plein succès à vous, longue vie, que le ciel vous soit éternellement favorable. On souhaite également un joyeux anniversaire à maître Jérémy Kenge, un habitué d'ailleurs de ces plateaux, on en parle. Il nous vient avec 2 éclairages scientifiques et juridiques. Joyeux anniversaire à vous, maître Jérémy Kenge. Ça fait plaisir de vous avoir régulièrement sur ce plateau. Toutes les bonnes choses et que le ciel vous bénisse abondamment. Merci infiniment à tous ceux qui ont été présents pour cette émission qui a été combattue par les embouteillages. Mais finalement, on l'a tenu, l'honorable finalement parmi nous. Il a répondu à vos questions. Il nous a parlé de sa proposition de loi. Et on remercie le directeur de production qui s'est même déplacé pour venir régler plutôt ces problèmes. Merci à notre directeur de programme, Jacques Dikou, qui m'a même aidé au début pour placer les plateaux. Merci à M. Benjamin à la régie. Merci à Gaëtan, Michael, Yohan, le sauveur de la journée. Merci à Nadia pour avoir été utile. Nadia Mabonson, la médecin de la maison. Merci. Alors, on va se dire au revoir. Je descends déjà de mon siège pour aller dire un grand merci à mon invité du jour. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci. C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir. Et on se quitte officiellement. Merci beaucoup, madame. Merci. Allons-y.